savez que les prêtres jésuites ou les missionnaires québécois ont une longue tradition de contact à l'étranger. Je pense que c'est un des peuples qui a... Non, mais c'était pas des jésuites à l'étranger, c'était des pères. Il y a toutes sortes de congrégations, des oblats, les oblats. Mais là, on est chez les jésuites. Les chrétiens, les frères, enfin... Les frères blancs, les frères, dominicains. Donc, les Ursuliens. Les Québécois ont envoyé, les Canadiens français de l'époque, il faut les appeler par leur nom de l'époque, ont été, je pense, l'un des peuples les plus missionnaires au monde. Il n'y a pas une famille qui n'avait pas un membre à l'étranger, dans des contrées les plus éloignées. J'ai rencontré des prêtres québécois qui étaient au Japon, au Pérou, en Chine, en Haïti naturellement, etc. Donc, ces prêtres avaient, si vous voulez, un contact avec les cultures étrangères, beaucoup plus qu'on l'aurait pensé, même dans un milieu du plessiste des années 40 ou 50 au Québec. Donc, il n'y avait pas là de racisme, pas du tout, à Brébeuf, mais vraiment pas, puisque c'était des gens très ouverts et qui m'avaient offert même l'hospitalité en me prêtant ce chalet qui était très beau dans les Laurentides. Et donc, je n'avais jamais ressenti la moindre réserve sur le plan racial. Sur le plan historique, vous posez la question de la hiérarchisation épidermique en Haïti. Elle existe, elle fait partie des séquelles de la colonisation. La lutte entre Toussaint Louverture et André Rigaud, c'est une lutte qui a été fomentée par les puissances coloniales dans le but de diviser pour régner. À l'époque de 1780, entre 1793 et 1800, au moment où il y a une insurrection des esclaves en 1793, les puissances coloniales et l'esclavage est aboli en Haïti en 1793, les puissances coloniales se rendent compte qu'ils sont à la veille de perdre cette colonie, qui était une colonie extrêmement riche, et que ça pouvait faire tache d'huile dans leurs autres possessions. Si bien qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait trouver une solution politique avec Toussaint Louverture. Or, Toussaint, lui, était un madré, un rusé. Toussaint a joué des oppositions et des contradictions politiques entre les intérêts coloniaux. La France, l'Angleterre, les États-Unis, les puissances danoises ou hollandaises, et Toussaint, l'Espagne. Donc, hier, il était colonel de l'armée espagnole, demain, il devient général de l'armée française. Avant-hier, il était... Donc, Toussaint n'a fait que louvoyer entre les différentes... André Rigaud, lui, est resté fidèle à la France. Parce que André Rigaud est un mulâtre, de père blanc, de mère créole, élevé en France, durant la Révolution française, 1789. Donc, Rigaud arrive en Haïti avec les idées de la Révolution française, et sur le plan économique, les affranchis du Sud sont plus riches que les féodaux du Nord. Les affranchis du Sud sont eux-mêmes possesseurs d'esclaves. Ils ont des terres, ils ont également des rapports avec la France, ils envoient leurs enfants faire des études en France, et les colons envoyaient leurs fils faire des études en France aussi. Donc, la partie sud du pays a développé, si vous voulez, une culture métisse, davantage autonome par rapport aux puissances coloniales. Toussaint, lui, n'a pas tout ça. Pour gagner la guerre du Sud, Toussaint fait appel aux Anglais, signe avec les Anglais, ce qui est une trahison en fait. Je ne dirai pas ça en Haïti, hein, parce que... Toussaint va signer avec les Anglais, le colonel Maitland, un accord politique secret
qui ouvre les ports des villes côtières à l'Angleterre. Toussaint va faire la contrebande avec l'Espagne. Toussaint va faire tout ce qu'il peut pour équilibrer les forces, alors qu'il est général de l'armée française. Alors que pour gagner la guerre du Sud, les militaires du Sud ont lutté contre les Français. Les trois frères Rigaud ont battu le général Blancheland. Jean Quinat s'est mêlé à la guerre du Sud du côté des Anglais. Donc il y a un cafouillage dans le Sud. Mais les hommes du Sud sont des militaires très aguerris, même s'ils sont minoritaires, et ils sont moins nombreux que ceux du Nord. Si bien que pour gagner la guerre du Sud, Toussaint va faire un contrat secret, un accord secret avec Jefferson, président américain, qui va envoyer des bateaux de guerre bombarder la ville des Cayes et bombarder le Sud. Donc, pour répondre à votre question de manière, une fois le survol historique fait, c'est qu'en réalité, la guerre du Sud a lieu sur des oppositions idéologiques, de culture et de fidélité à la France. Après la guerre du Sud, après avoir écrasé les mulâtres et les noirs, puisque dans le Sud il y a aussi des noirs affranchis, ils sont riches, aussi riches que les mulâtres, qui envoient leurs enfants faire des études en France également. Donc il n'y a pas cette opposition raciale qu'il y a dans le Nord. Et c'est ainsi que, après la guerre du Sud, noirs et mulâtres les mulâtres vont être contraints de faire l'union avec les noirs du Nord. Et maintenant, la guerre d'indépendance aura lieu. La vraie guerre d'indépendance contre les Français. Mais je prétends que la guerre du Sud, dont je parle dans Caïque, c'est une guerre terrible qui a fait couler beaucoup de sang dans nos familles. Ma grand-mère m'en parlait encore. Et que cette guerre cette guerre civile n'a jamais été reconnue comme telle dans l'histoire d'Haïti, et qu'elle a permis l'instauration de ce qu'on appelle le noirisme, c'est-à-dire une idéologie perverse, fasciste, qui prétend que seuls les Noirs devraient dominer l'histoire et la politique d'Haïti. André Rigaud, par exemple, qui est pour moi un grand homme, un démocrate, eh bien, il n'y a pas d'hommage qui lui est rendu dans l'histoire d'Haïti. Alors que c'est un des piliers, à mon avis, de l'idée de démocratie et de ce que j'appelle la civilisation créole. Le mythe créole, il est incarné par André Rigaud. Ce que je dis là est en contradiction, en général, avec l'historiographie haïtienne, qui donne prééminence aux hommes du Nord, Toussaint, Christophe, etc. Voilà la réponse. La troisième partie de votre question, la toute première en fait, c'est la réinterprétation à travers le cadre juridique en l'absence des écrivains. Je crois qu'il s'agit en fait d'une chance pour les écrivains, même quand ils ne sont pas là. Le fait que je sois là, ça ne change rien en réalité aux interprétations qui peuvent être appliquées, qui peuvent être suscitées par un cadre aussi fascinant que droit et littérature. En ce qui me concerne, ça m'a été très bénéfique puisque je vois les livres d'un autre œil et qui n'est pas en contradiction en fait avec ce que j'ai tenté d'y mettre, mais qui n'est qu'un supplément d'âme, si vous voulez. Je crois qu'il y a là quelque chose que voir Vétiver comme ça aujourd'hui me donne un grand sentiment, une grande intensité émotionnelle parce que je n'avais pas, alors que je viens d'une famille de juristes, je n'avais pas vu le livre sous cet œil-là. Alors que j'écris nettement Palais de justice, je n'avais pas vu uniquement cela. Hein. C'était plus vaste, mais en réalité, il y a une question du droit, parce que dans ces îles, dans ces régimes politiques, c'est bien la question des droits qui est en cause. C'est bien la question de la citoyenneté, la question du respect des droits de l'homme. Ce n'est pas des choses en l'air, c'est vraiment des questions de violence politique,
d'une grande douleur. Ce qui s'est passé en Haïti, c'est 50 000 morts sous Duvalier, je veux dire. Enfant, j'ai vu des choses que je n'ai jamais racontées dans aucun livre. Je ne peux pas les raconter. On m'a invité à témoigner. L'Université Concordia fait une banque de données. Une banque de données importante, vous êtes au courant. Le Centre sur le génocide. Le Centre sur le génocide. On m'invite. Voilà, le centre du témoignage, etc. Bon, on m'appelle, on me dit, il faut, etc. On sait que, on connaît, parce que les gens savent qui est. Ceux qui souffrent n'arrivent pas à parler. Vraiment, ceux qui ont souffert n'arrivent toujours pas à parler. On m'a demandé de venir devant une caméra comme ça. J'ai été incapable de dire un mot. J'ai dû dire, je ne suis pas encore prêt. Alors que j'avais dit que j'étais prêt, c'est pas vrai, je ne suis pas encore capable de dire toutes ces choses-là. Même je n'ai jamais parlé dans aucun livre. Donc, il y a encore des violences, alors que je suis quand même psychiatre. Je sais la vertu de la mise en mots, de l'élaboration des souffrances, tout ce que vous voulez. C'est mon métier de faire ça aux autres. Mais quand il s'agit de moi, sur ce plan-là, j'ai dit à cette personne, attention, ils sont toute une équipe, là, des gens sérieux, un technicien, un samedi matin, enfin. Et moi, j'y vais avec toute ma candeur et prêt à collaborer à l'affaire, incapable de dire un seul mot. J'ai dit, on arrête ça là, je vous promets de revenir. Peut-être pas aujourd'hui, parce que je ne suis pas prêt. Parce que ça reste... Il n'y a pas que la colère et la rage, hein. Il y a un effondrement de la croyance en l'humanité. Je vous assure que c'est ça le problème. Il y a un effondrement de... Quand vous voyez ces choses, surtout enfant, il y a une... C'est même pas de la méfiance. C'est une incapacité d'en parler, parce que l'interlocuteur ne comprendra pas. Vous serez d'ailleurs suspect de dramatisation excessive de votre souffrance. Hein? Les gens se défendent beaucoup par un déni de ce qu'ils entendent. Hein, pas vrai? Le premier mouvement, je me rappelle avoir... C'est de la défense. Comment? Comme défense. Oui, comme défense. Mais Fédida parle exactement dans ce sens-là de la perte de l'identification semblable. Oui, oui. Il devient impossible de voir l'autre humain comme quelqu'un appartenant à l'ordre du semblable. Donc, cet effondrement dont tu parles, c'est vraiment un désastre psychique qui fait que l'idée même de témoignage devient presque absurde. Ok, là je comprends bien, mais on va certainement se trouver dans des cas, là ça résonne chez nous, quand on parle du droit. Oui, ça résonne. Ça résonne très fort, Oui. ok, alors ça va. Mais on va certainement se trouver dans des cas où l'interprétation qu'on va faire ne va pas du tout résonner avec l'auteur. C'est le risque de toute interprétation. Je pose la question. Oui, non, mais je pense qu'elle est légitime. C'est vrai que... Et puis je pose l'autre question, mais à un autre niveau, c'est que c'est une réinterprétation complètement canadienne. On n'aurait pas ce genre de réinterprétation par des universitaires italiens, français ou espagnols. Mariella Pandolfi pourrait nous parler d'une plaquette de Claudio Magri ou Claudio Magris. Mariella, bonjour. Bonjour ma chère. On sait Ça pas. va plus fort parce que j'ai compris. Mais... Oui, ça fait quelques années. Claudio Magris, ça a été traduit en espagnol. Literatura y derecho, literatura y la ley. Il y a une plaquette sur le droit et littérature par Claudio Magris. Donc, il y a une réinterprétation en Italie. Massimo Cacciari avait écrit sur la loi aussi, mais en ce moment sur le droit, je crois. Oui, mais il vient de sortir aussi un livre Giorgio Agamben sur ça et sur ce sujet. Je ne l'ai pas encore, je l'ai dans les mains, je n'ai pas eu le temps encore de les lire, mais c'est intéressant peut-être de les lire. C'est vraiment notre littérature et juridique. Et je pense, Mariella, qu'il y a toute la question quand Joël parlait, en fait, réintroduisait la dimension du tragique. Hein, Agamben, par exemple, il y a quelqu'un qui réintroduit de façon massive cette dimension-là comme étant au fondement de l'articulation du droit et de la littérature. Dans quelques passages, j'ai réfléchi, il m'a rappelé vraiment enfance et histoire, dans Oui. quelques moments de la... oui. Mais je voulais me poser, j'avais une question, parce que vous savez,
avec vos ancêtres, et puis c'est votre famille, non? Et là, c'est... Et puis j'ai eu l'impression, comment on peut dire, qu'avec, vous avez créé, comment on peut dire, de l'expérimentation de l'homme anti-juridique, si j'arrive, la guérilla dans les Laurentines. C'est joli ça. C'était d'une côté de n'être jamais parti, donc d'être là, de nier, on peut dire, les pays, donc les juridiques est très complexe, nous savons bien, hein, Oui. à accepter, à redéfinir une identité. Donc pour moi, cet acte n'était pas un double acte de résistance. C'était la résistance. Il y a énormément de gens qui viennent dans des pays où les politiques est très fort. Et on se retrouve ici, au Canada, au Québec, avec ces problèmes. Moi, j'ai souvent beaucoup d'étudiants qui tombent. Et là, vous avez eu la chance d'une GRC du passé. Je ne sais pas aujourd'hui comment serait. C'était épouvantable de les mettre dehors, peut-être. Oui. Je ne sais pas, François, ni toi. Mais il y avait ça, et puis, moi j'ai quand on entre dans l'historique, quand vous me rappelez la dimension Yuga Style et procès, mais j'avais l'impression comment dire, ici, quand vous devenez quelque chose d'autre, il y a toujours cette dimension familiale qui est comme, comment dire, empêche un sujet de droit autre de se révéler. Est-ce que c'était une impression? J'ai vu d'inexpérience humaine, et là j'ai vu beaucoup de hiérarchies. Hiérarchie, comme on peut dire, aussi une hiérarchie sociale importante, et c'était l'histoire de votre famille. Vous n'êtes pas l'immigrant, qu'on peut dire, codifié et conforme à certaines icônes des immigrants. Et là, je voyais comment cette hiérarchie, c'est comme effacer un peu, on peut dire, c'est sujet juridique autre. Alors, je ne sais pas si je vraiment mais c'était magnifique, on peut dire. Mais j'ai envie de vous lire. Hein. merci. C'est la première, moi, demain, je serai là, c'est la première chose que je ferai, j'achèterai votre livre. Vous êtes bien aimable. Écoutez, je réagis avec beaucoup d'émotion à tout ce que vous venez de me dire, puisque cette expression très belle de la guérilla de les Laurentides, je la garderai, si vous permettez, parce qu'effectivement, ça correspondait à un marronnage en plein hiver, d'ailleurs, ça se passait, donc il y avait comme une espèce de discordance entre l'espace géographique dans lequel je me trouvais et les intentions politiques que j'exprimais à l'époque. Mais ces intentions se sont traduites en France également. Vous m'avez dit tout à l'heure que est-ce que la GRC aujourd'hui ne m'aurait pas expulsé carrément? Probablement. Parce que... Vous n'étiez pas citoyen. J'étais déjà citoyen. Ok, vous n'aurez pas expulsé. Je n'aurais pas été expulsé, mais il m'aurait sans doute fait des histoires, peut-être. Oui, oui. Ce que vous dites est très juste, dans le sens un appareillage juridique de plus en plus répressif contre les immigrants, contre les migrants, qui sont porteurs d'intentions politiques et de conflits politiques dans les pays d'accueil. Et quand j'étais étudiant en médecine à Strasbourg, je vous disais tout à l'heure que c'est une ville frontalière. J'ai été responsable de... J'étais un passeur. J'étais exactement d'ailleurs comme les bougres de la Dominique dans le poème. J'ai enfreint la loi, je le dis, et j'ai payé pour ça. Pour la première fois ici. J'ai enfreint la loi à Strasbourg. J'ai accueilli une trentaine de réfugiés clandestins haïtiens
qui était expulsé du Canada et qui avait le choix à l'époque dans les années 80, soit de rentrer en Haïti, soit d'aller en France. Alors j'étais devenu une filière, j'ai fait ça pendant 5 ans. Je les faisais venir au Luxembourg et je connaissais tous les petits chemins entre le Luxembourg, l'Allemagne et la France, la forêt noire, où il n'y avait pas de douaniers. Donc la nuit, je les faisais venir à Strasbourg et j'étais devenu un travailleur social et j'avais accueilli de nombreux clandestins haïtiens, réfugiés à Strasbourg, dans une filière que j'avais montée de manière très rigoureuse, parce que j'étais situationniste à l'époque. C'est-à-dire que, comme je vous disais, quand je suis arrivé à Strasbourg, ce sont les situationnistes qui m'ont offert mon premier appartement, et donc je suis resté en contact avec eux. Donc je faisais une espèce d'agitation situationniste à mon niveau. J'étais antifasciste, antitotalitaire, c'est allé très loin toute cette histoire. Ah donc, ce que je faisais en fait, lorsqu'un réfugié clandestin arrivait, je passais au Crous, je lui obtenais une carte, c'était assez facile, une carte d'étudiant libre. Le Crous étant le centre régional des œuvres universitaires de Strasbourg. Alors, avec cette carte d'étudiant libre, je les inscrivais, j'avais une copine, ça sert à quelque chose, une petite copine, hein? J'avais une petite copine qui était américaine et qui enseignait l'anglais à l'université de Wichita, Kansas, qui avait une antenne à Strasbourg, à la Robertso, dans un magnifique château. Les clandestins haïtiens s'inscrivaient pour apprendre l'anglais à Strasbourg, à Wichita, Kansas. Université de Strasbourg, Wichita, Kansas. Avec maintenant leur carte d'étudiants apprenant l'anglais à Wichita, Kansas, j'avais une autre petite copine qui travaillait au consulat américain et qui présentait leur dossier pour aller étudier l'anglais l'été aux États-Unis, en échange d'étudiants. Et on leur mettait le sceau, ni vu ni connu. Ce stratagème a marché. Je dois dire que je payais leur billet d'avion moi-même, parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Et avec promesse de remboursement. Alors, c'était des ouvriers, des chauffeurs de taxi, toutes sortes de monde. Bon, ce stratagème a marché jusqu'au jour où 2 types venant de la Guyane se sont présentés chez moi, à Strasbourg, et m'ont offert 5000 francs. À l'époque, une fortune pour arriver aux États-Unis. Je leur ai dit, sortez de chez moi, immédiatement. J'ai eu très peur, et ma peur s'est rapidement confirmée. C'était probablement des espions, de la SD française, 2 Haïtiens venant de la Guyane sont venus m'offrir de l'argent pour que je les aide à rentrer aux États-Unis. Un jour, à la veille d'un examen, ils avaient bien calculé leur coût. J'avais un examen à 13 h. À 11 h du matin, j'étais encore chez moi. La douane française de la police débarque. Les CRS, 3/4. Ils embarquent tout ce que j'avais chez moi. Tout ce que j'avais chez moi. Tout l'appartement est vidé. Il faut dire que j'habitais l'ancien consulat d'Italie. C'est une autre histoire. J'étais étudiant, j'habitais un petit palais. Et les clandestins haïtiens m'appelaient Monsieur le Consul. C'était effectivement mon rôle. Voilà. Et cet appartement immense, 156 mètres carrés, ça prenait 2 minutes de la cuisine jusqu'à l'entrée pour venir sonner, m'avait été donné par Madame Hott, industrielle suisse,
qui m'avait pris sous sa gouverne, qui m'aimait beaucoup, et qui me disait « Vous ressemblez à mon fils ». Elle avait 18 appartements comme ça. Elle m'a donné celui-là. Donc, et puis je l'ai rénové complètement, avec l'aide des clandestins. Donc, mes fils sont nés là. La police est arrivée, ils ont tout vidé, la douane française. Là, comment vais-je expliquer ça? J'ai écrit une lettre au doyen de la faculté de médecine. J'ai écrit une lettre au préfet. Et c'est pour ça que j'aime la France. J'ai dit dans la lettre les raisons pour lesquelles j'avais fait tout ça depuis 5 ans. C'est au nom de la liberté, des droits de l'homme. Parce que si ces gens-là retournaient en Haïti, ils allaient mourir, périr de faim ou en prison. Et cette lettre m'a sauvé la vie. C'est cette lettre qui m'a sauvé la vie. Parce que il m'expulsait de France, mes études de médecine étaient compromises. Et j'avais déjà 2 fils. Là, dans la lettre, j'ai expliqué pourquoi, mes motifs, mais dans une langue poétique, si vous voulez. Et j'ai dit la vérité. Et j'ai été convoqué par le préfet à Strasbourg. Ils m'ont dit... Est-ce que c'était l'année exacte? Ah, l'année exacte, 1974. 74, j'étais en 3e ou 4e année de médecine. Là, ils m'ont convoqué, un matin. L'ordre d'expulsion est signé. Je dois quitter la France. On me donne 48 heures. Ils m'ont dit, jeune homme, je n'oublierai jamais ça, on n'expulse pas Voltaire. J'ai pas compris. Mais c'était une boutade du préfet pour montrer qu'il avait des lettres. Il m'a dit, nous n'avons pas le choix, nous vous expulsons quand même. Mais vous avez l'autorisation de revenir. Hein, non. Administrativement, on ne peut pas vous garder en France. Mais le doyen a joué. Nous croyons également que vous avez enfreint la loi, mais vous n'avez pas fait pour de l'argent, puisqu'ils m'ont testé. J'habitais un immense appartement, ils se demandaient où est-ce que je prenais le fric. J'habitais en face du consulat américain, à 2 rues, dans le quartier des ambassades. Donc, ils demandaient où est-ce que cet étudiant en médecine prend tout ce fric. Et les clandestins ne m'ont jamais rien payé un centime. Alors que j'ai tout fait ça avec mes propres deniers. Quand les 2 gars sont venus de Guyane m'offrir de l'argent, j'ai refusé naturellement. Et je pense que ça a joué le rôle d'un indice de vérité. Alors ils m'ont expulsé de France, je suis parti, et je suis revenu, je suis retourné au Canada, et je suis revenu avec toutes mes affaires dans le même conteneur, qui a fait juste le circuit. J'ai payé un aller-retour, et je suis revenu continuer mes études à Strasbourg. Et j'oublierai jamais ce préfet, qui était un préfet de droite. À l'époque, c'était Poniatowski, ministre de Giscard, qui était ministre, et ils avaient des affaires qu'ils appelaient Opération Coup de poing à Strasbourg. Vous étiez là à l'époque. Je vous assure que c'était une époque difficile. Et donc, ils m'ont permis... C'était sous Giscard ou sous Pompidou? Sous Giscard. 74, c'est l'élection de Giscard. C'était voilà, c'était dans le passage. Et donc, je me rappelle, c'était Michel Poniatowski qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, un noble aristocrate. Et les étrangers en France n'étaient pas très... Mais, il y a un mais dans tout ça, c'est la littérature qui m'a sauvé. C'est-à-dire, ma façon d'écrire, et j'écrivais déjà, et j'écris littérairement et politiquement, et j'avais un patron à Strasbourg, un patron en médecine, qui avait été
le médecin d'Antonin Artaud. Quand il était à Noguez, dans l'idée de la France, quand Antonin Artaud avait été interné. Ce patron, Antonin Artaud lui avait donné en cadeau des dessins, des croquis, des poèmes. Et comme il savait que j'écrivais, que j'étais féru de poésie, que j'aimais la littérature, tout ça, il m'invitait régulièrement pour qu'on parle de littérature chez lui et d'Antonin Artaud. Il me montrait ses affaires et un jour, je souhaitais qu'il m'en offre un de ses dessins et je n'ai pas osé demander naturellement, mais... Et ce patron-là a écrit une lettre au doyen de la faculté de médecine en ma faveur, parce que je suis allé le voir. Je lui ai dit, je suis au désespoir. J'adorais la médecine, et voilà que je suis expulsé de France parce que j'ai aidé des compatriotes. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, on va voir cela. Voilà. Donc il m'invitait chez lui régulièrement. Lui, un autre patron en urologie, un chirurgien qui aimait la littérature aussi, donc j'étais externe, j'étais étudiant en médecine que les patrons m'invitaient pour causer littérature. Donc, ce qui m'a... Donc, les chefs de clinique ne comprenaient pas, hein, parce que on les appelle même pas docteurs, c'est monsieur. Hein, à l'époque en France, les grands patrons c'était monsieur, donc avec déférence en plus. Donc monsieur m'invitait chez lui, et c'est ce qui m'a sauvé. Je pense, c'est la littérature qui m'a sauvé. Et je crois que ce préfet de droite était un homme qui aimait la littérature, et il a compris que c'était un jeune étudiant, sans doute un peu naïf, qui avait un frein à la loi française, fait des traversiers. Il m'avait suivi en plus, hein, dans ma petite 4L blanche, où je couchais les clandestins sous le siège, etc. Et je mettais mon fils par-dessus leur tête dans le panier. Mon fils aussi, qui avait 3, 4, 5, 6, 8 mois, 2 ans, à participer comme couverture. Si jamais la police venait, j'ai mon bébé dans la voiture, bon, j'ai l'air d'un bon père de famille, ce que j'étais. Donc, j'ai goûté à la loi, de l'autre côté. J'ai goûté à la rigueur de la loi, que la loi est une pour tous les citoyens. Le préfet, l'expulsion a été signée, donc il ne pouvait pas me dire « bon, vous restez en France », etc. Donc j'ai dû quitter la France, et ça m'a fait perdre du temps dans mes études à cause de cela. Puisque je suis rentré au Québec, je suis revenu, etc. Donc j'ai dû faire une session d'été pour compléter cette période perdue. C'est un épisode qui m'a marqué, et quand je suis revenu à Montréal, il y avait parmi eux certains qui étaient rentrés à Montréal, dans les États-Unis, hein, qui étaient revenus et qui avaient réglé leurs affaires, et ils m'interdisaient de payer mes courses de taxi. Voilà. Parce qu'ils étaient chauffeurs de taxi. Parce qu'ils étaient, certains d'entre eux étaient chauffeurs de taxi. On les prenait à Montréal pour un clignotant qui ne fonctionnait pas, et le soir ils étaient menottés et quittaient le Canada, le soir même. Il y en a que j'ai accueillis sans rien sur le corps. Sans... Ça, c'est une autre version de la loi. Les années que celui que tu as connu. Oui, ici au Québec. Dans quelle année? L'expulsion en masse des travailleurs haïtiens ici, dans les années 75-80. Puisque j'ai fait ça sur 5 ans. Donc c'est dans les années... avant 79 en tout cas. Oui, avant 79. Les années 60, avant 79. Donc entre 74 et 80. Et 79. Voilà. En tout cas, moi j'étais pendant... Comment? C'est le PQ qui a fait ça? Je me souviens pas de ça. Ah, je me souviens pas trop si c'était le PQ ou pas. Avec les libéraux avant 76. Ah oui, c'est pour ça, c'est 76. 76, oui. C'était sous le gouvernement péquiste, probablement. Mais c'était sous gouvernement fédéral, sous la loi fédérale aussi. Hein, ça veut dire que c'était pas seulement le gouvernement québécois, ou provincial qui en était responsable. Enfin, bref. La question de la loi, du droit des clandestins, des réfugiés, permet dans tout ce que j'écris, à mon insu, si vous voulez. Hein, j'ai un petit passage là, une petite nouvelle cette fois-ci, qui s'appelle « Un autre soleil ». Alors,
Un autre soleil, c'est un chauffeur de taxi qui aime Paris la nuit. Je vais vous lire un petit extrait. J'ai écrit ça, Nicolas Goyer, Nicolas en a signé la préface. J'ai eu 48 heures. 48 heures. Un peu comme quand j'étais expulsé. Le périphérique, dans sa folie circulaire, dessinait une frontière entre le reste de Paris et mon bout de monde. Elles étaient rares les fois où mon taxi s'aventurait au-delà du territoire compris entre la trouée de la Grande Arche, à l'ouest, le Stade de France, plus au nord, et la Bastille. J'aimais cette partie de la ville, son désordre de rues ordonnées, ses alignements réguliers d'immeubles ornés de balustrades, ses entassements d'humains dans la vie parallèle, qui aussitôt la nuit tombée devenaient fluides, légères, glissant sans heurts jusqu'à ma ferraille. Je les emmenais vers d'étranges destinations, toutes sortes d'adresses qui se résumaient souvent à une seule, l'ailleurs. Porte de la Muette, accident sur le périphérique. Bouchon, détour par la porte Dauphine. J'avais reçu le message via le GPS du taxi comme une petite annonce de Libération, le journal Libération. Sans plus, sur fond de boulevard en bleu et vert se déroulant sur l'écran. Je circulais la nuit. J'aimais Paris la nuit. Sans arrêt, je roulais la danse dans la lumineuse obscurité. Force gens, noirs, blancs, roux, grisons, des prudes, des filles perdues, qui osaient monter dans le taxi sans même appeler, sentant l'alcool et la transpiration. Vers 6 heures ce matin du mois de novembre, quelques courses dans le 9e, dont une près de la gare Saint-Lazare, rue de Londres. J'y avais déposé un type dans la cinquantaine, un Kurde irakien. C'est ce qu'il m'avait déclaré, qui cherchait le siège d'une association de réfugiés. Il arrivait d'Angleterre, où il avait séjourné durant une année, venant d'Iran. Il avait traversé plusieurs frontières et maintenant il voulait se rendre au Canada. Les démarches étaient longues, les autorisations tardaient à venir. Il avait un ami à Paris. Il était un survivant du massacre au gaz d'Al-Abja. Ce fut terrible. Le 16 mars 1988, les bombardiers irakiens avaient noyé la petite ville kurde de Al-Abja, au nord de l'Irak, sous un déluge de bombes chimiques. En quelques heures, plusieurs milliers de civils sans défense, adultes et enfants, étaient morts. Des bébés tétant le sein de leur mère, des enfants tenus par la main de leur père, au moment d'être subitement surpris par le souffle du tamun, gaz neurotoxique qui paralyse, et du gaz moutarde qui brûle la peau et les voies respiratoires. Tous pétrifiés en un instant, comme à Pompéi. Combien? On ne le saura sans doute jamais. 5000 victimes peut-être, peut-être davantage, enterrées dans une fosse commune. Je me souvenais de ces images télévisées. Lui, mon passager, avait perdu en une nuit 48 membres de sa famille. Tous asphyxiés, c'est ce qu'il disait. Le passager avait répété le nombre plusieurs fois. 48. J'avais alors instinctivement baissé le volume de la musique qui jouait sur Radio Tropicale. Un zouk pâmé d'amour, où il était question de dévier le Niagara, traverser le Sahara, récolter les vents, déplacer les océans et d'autres travaux de Cham pour prouver un amour. Comme quoi, il n'y a pas d'amour, il n'y a que ses preuves. Arrivé à la rue de Constantinople, l'étranger précisait qu'il s'appelait Caban, qu'il était juif par son père, que sa mère était musulmane, et qu'il avait été élevé sans affiliation religieuse, mais qu'il respectait toutes les fêtes des deux confessions. Depuis tous ces événements dont il préférait taire certains, ce qu'il avait vécu à l'âge de 13 ans, et qui concernait sa sœur Asso, nom qui signifie horizon dans sa langue, il avait découvert Jésus, et c'est pour ce motif, pour lui incompréhensible, que sa femme d'origine marocaine, après avoir décidé de porter le voile, l'avait quitté. Pourtant, elle l'avait beaucoup aimé, aidé dans les moments durs, massé la tête et caressé les yeux lorsqu'il était terrassé par des cauchemars dont il essayait de sortir. Il s'en voulait surtout d'avoir survécu. Mais elle, la marocaine, et lui, le kurde irakien, n'avaient pas eu d'enfant ensemble. Heureusement. Mais il s'était attaché au fils qu'elle avait eu d'une première union. Il l'avait élevé, et que ce lien était douloureux à rompre, puisque le fils de son ex-femme était devenu comme son propre fils, et cela l'avait longtemps peiné, et le peinait encore. L'angoisse se lisait sur son visage. Il me faisait presque peur avec ses traits durcis, surtout quand il m'avait répété l'adresse d'une manière mécanique.
J'avais alors pensé que la vie n'avait pas été facile pour cet homme. Il m'avait réglé la course en glissant un généreux pourboire. Je vous remercie, monsieur. Et j'avais soulevé sa valise hors du coffre du taxi, une grosse valise noire à roulettes, en tissu nylon, assez lourde, qui semblait contenir tous ses biens sur terre. Il était parti d'un pas lent vers le bas de la rue, avec une démarche de golem, comme si sa chair était faite de glaise et qu'on avait inscrit sur son front le mot « émet », qui veut dire « vérité » en hébreu. Il n'était plus qu'une masse informe, et mes yeux le voyaient. Il avait traversé la petite place qui jouxtait le sommet de la rue. Il s'éloignait du même pas. Il pleuvait doucement, mais ça m'avait ému son histoire. Merci. Ce qui est intéressant de ce que vous avez raconté sur Strasbourg, c'est combien la droite française a changé. La situation que vous narrez, c'est impossible. Impossible aujourd'hui. Ah Les géants. Puis toute la bureaucratisation. Et pas seulement ça, toute la sécurisation du rapport à l'étranger. L'idéologie sécuritaire. Oui, et il n'y a plus d'exception, il n'y a plus d'exception, il n'y a plus de vous soyez, je veux dire, ayant fait ce que vous avez fait, vous avez commis, aujourd'hui, depuis 90 particulièrement, depuis la Convention de Schengen, vous êtes un criminel international. Oui. Vous faites, dans la Convention de Schengen, criminalité internationale est définie comme trafic de drogue, trafic d'armes, Trafic de clandestins. mafia, criminalité mafieuse, terrorisme et migration irrégulière. Pas seulement trafic, migration elle-même. Migration Ça fait irrégulière. partie de la criminalité internationale. C'est le continuum de la criminalité internationale. Et les passeurs de migrants et les personnes qui font de la traite sont placés sur le même plan. Et ils sont aujourd'hui dénoncés, pointés du doigt comme des grands criminels internationaux. Au Canada, ce que vous avez fait, au Canada, vous êtes passible de la prison à perpétuité aujourd'hui. Vous m'effrayez là. Faire passer. Est-ce que c'est rétrospectif? Et c'était pas au Canada. Aujourd'hui, dans la loi canadienne, faire passer 10 migrants ou plus clandestinement, c'est écrit dans la loi, c'est prison à perpétuité. Peine maximale, prison à perpétuité. C'est l'équivalent du crime contre l'humanité. Ah, je me demande vraiment si on peut mettre ça sur le site. Si. Non, mais je rigole, mais quand même. Mais moi, Et le statut de limitation, Non, je pense- statute of limitations on Oui, this mais je crime. pense qu'il n'y a pas de problème, parce que tout ça, Non, il y a un préfet là-bas, il y a un préfet qui a pris la décision. Ah oui, ah non. Tout a été fait, Tout a été réglé. tout a été Je suis retourné en régularisé. France. C'était régularisé. Mais c'est intéressant de voir à quel point ça a changé. La remarque de Denise est tout à fait exacte. Je pensais la même chose en vous écoutant. Aujourd'hui, vous ne pourriez pas être dans la situation dans laquelle vous avez été. Alors là, il y a une radicalisation de la réponse à ce genre d'atteinte à la souveraineté territoriale qui ne permet plus l'analyse de votre situation individuelle dans laquelle vous avez fait ça pour des motifs X et vous n'avez pas... Tout ça ne serait plus des considérations. Oui, mais même le jeu de séduction, si j'ose dire, par la littérature, je doute que les nouvelles élites qui sont au pouvoir soient humanistes, c'est-à-dire connaissent quelque chose de la littérature. C'était une époque, effectivement, où il y avait encore une espèce de prestige de littérature. La Par exemple, culture, ça avance. Giscard écrivait des romans, ou Pompidou avait publié une anthologie de la poésie française qui est encore utilisée dans les écoles. C'est-à-dire que Mitterrand était un homme de lettres aussi, donc il y avait une tradition en France qui permettait cela. C'est-à-dire que quand il m'a lancé de la boutade sur Voltaire, lui-même colonialiste, Voltaire, c'est pas une citation, c'est pas quelqu'un qu'il faut toujours citer dans toutes circonstances, mais enfin, bref, j'ai comme été entendu dans une dimension et qui faisait de moi quelqu'un qui n'était justement pas un criminel, qui avait enfreint la loi. Oui, je l'étais, je l'ai assumé, je l'ai dit en toute sincérité, de toute façon je n'avais pas le choix, mais
qu'ils ont compris qu'il y avait d'autres enjeux et que mes motifs n'étaient pas des motifs vénaux. Je n'ai pas fait ça pour le moins de centimes. Et donc, je n'avais même pas à me défendre. Et comme j'avais un témoin, si vous voulez, ce professeur de médecine avec qui j'avais des liens par la littérature, c'est-à-dire par Antonin Artaud, par le théâtre de la cruauté, et que j'étais en train de subir, justement, j'étais en plein théâtre de la cruauté, qu'on m'avait pris tout ce que j'avais, quand je vous dis tout, mais jusqu'au clou qui était dans l'appartement, comme preuve à conviction, etc. J'étais nu, j'étais dans la rue, je ne savais plus où donner de la tête, mais, encore une fois, j'étais serein sur le plan de ce que j'avais fait. Si c'était à refaire, j'aurais fait ça. Parce qu'ils étaient... J'ai même fait pire, en fait. J'en ai fait opérer un d'une appendicite aiguë sous mon nom. Attention, là, il n'y avait pas de préfet qui a résolu l'histoire. Ça ne pas être prescrit. Parce qu'ils étaient malades, ils étaient déprimés, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de carte d'assurance pour se faire opérer en France. Et il y en a un qui a fait une douleur abdominale, j'ai diagnostiqué une appendicite aiguë, je suis allé à la fac avec lui, à l'hôpital universitaire, j'ai donné mes propres papiers. Et il était opéré. J'ai un dossier médical en France d'appendicectomie, que je n'ai jamais eu, encore de l'appendice. Donc ça allait jusque-là. Parce que si j'expliquais, je le dénonçais à la préfecture, et on l'expulsait. Donc j'étais pris dans des histoires assez compliquées. Et mes parents s'en sont mêlés en me disant « il faut que tu arrêtes ça, ce truc-là, parce que là, ça prend des dimensions qui te dépassent. » Et c'était le cas. Et le Front National, à l'époque, est-ce que c'était puissant? Parce que maintenant, Strasbourg est devenu un bastion. Non, le Front National, non. Comme je vous disais, Strasbourg était plutôt, à l'époque, une culture effervescente. Et c'était une ville magnifique, puisqu'il y avait là le théâtre national du Rhin, il y avait l'Opéra du Rhin, c'était une des seules villes de province qui avait un tel budget. Je pense que 20% du budget de la ville de Strasbourg était consacré à la culture. Donc c'était une ville... Proximité avec l'Allemagne. La proximité avec l'Allemagne, donc c'était une ville qui m'a été bénéfique dans tous les sens. Je suis très attaché à la France par Strasbourg, à cause de cela. Je suis devenu un homme à Strasbourg. Je suis arrivé là, j'avais 17 ans, donc j'ai quitté 12 ans plus tard. Donc, c'est une ville qui m'a beaucoup touché, puis cette façon d'y être aussi, c'est-à-dire que il y avait à Strasbourg des débats importants sur le plan idéologique, c'était la ville la plus psychanalysée de France. En fait, il y a beaucoup de psychanalystes à Strasbourg, à cause de la proximité avec la langue allemande. Il y avait de grands patrons, il y avait une tradition universitaire très, très forte. Les Allemands avaient placé à Strasbourg les meilleurs éléments de leur université, et de l'académie, et de la science, autant en médecine que dans d'autres domaines. Il y avait une école de linguistique importante à Strasbourg. Enfin bref, je me suis beaucoup imprégné de tout cet espace, et l'espace frontalier aussi. La question de la migration, la question des droits était au fondement, je pense, de ma sensibilité politique et culturelle. Derrida appelait ça « penser à Strasbourg ». Oui. Son livre pensait précisément de cet espace. Et ça me faisait penser quand tu parlais au fait que si je ne m'abuse, la première fois que Franck Étienne, quand il y a eu un colloque de l'Association internationale des études francophones, en fait, les premières discussions importantes consacrées à Franck Étienne ont eu lieu à Strasbourg. Quand même. Franck Étienne était un écrivain haïtien qui n'avait jamais quitté Haïti. Un grand écrivain qui n'avait jamais quitté Haïti. Et c'est à Strasbourg, sur l'initiative du CIEF, du Congrès international des études francophones, du Conseil international des études francophones, que Franck Étienne a été reçu par le CIEF. Et nous avons monté un colloque. Et à l'époque, j'avais parlé de la figure de la maternité chez Franck Étienne. Il y avait Jean Jonassin, Robert Auriol et Robert Fournier. Et puis nous avions fait un petit colloque pour accueillir Franck Étienne. Et donc, Strasbourg, même sur ce plan-là, demeure un phare, un pôle symbolique important. J'irai lire Derrida
Actuellement, au niveau du droit, c'est quand même, en droit des religions, entre autres, c'est quand même un des grands centres. Oui. Là-dessus. Et je dois ajouter aussi que je suis revenu à je suis revenu à Strasbourg au Conseil de l'Europe 20 ans plus tard pour des questions de droit. Je m'étais accoquiné avec Christian Salmon sur la question des villes-refuges. C'était un mouvement important des villes-refuges où il était question d'accueillir des écrivains en détresse dans leur pays respectifs, qui étaient chassés. Toujours la question de la clandestinité des écrivains. Là, je suis revenu de plein droit, officiellement, au Conseil de l'Europe, où j'ai pris la parole devant le Conseil de l'Europe. C'était très émouvant pour moi. Où, vice-président de l'Union des écrivains du Québec, ici, à Montréal, je militais en faveur des écrivains en déshérence, des écrivains, des marrons, des écrivains en fuite, des réfugiés, des clandestins, pour que Montréal et Québec deviennent des villes-refuges et fassent partie de la Fédération mondiale des villes-refuges. En quelle année? Je me suis battu pendant 4 ans. Donc, j'ai quitté l'UNEC en 2000, donc de 95 à 2000. Et j'ai échoué, je dois dire, pour cette bataille, après avoir rencontré toutes les autorités fédérales et provinciales et municipales. J'ai échoué parce que la charte des villes de Montréal et de Québec n'a rien à voir avec la charte des villes européennes. Les villes européennes sont des villes au départ historiquement indépendantes et qui peuvent accueillir elles-mêmes des réfugiés ou des gens. Alors que je ne le savais pas, Montréal et Québec n'ont pas de charte indépendante. Elles sont totalement dépendantes du gouvernement provincial. Oui. En tant que ville, ce sont des créatures. Elles ne sont pas du tout autonomes et ne peuvent en aucun cas. Alors on a essayé toutes sortes de façons et le gouvernement fédéral était d'accord en plus. Oui, le gouvernement fédéral, le ministère des Affaires étrangères, on a fait des représentations, etc. Pour faire basculer la décision, les villes voulaient que ce soit l'UNEC, l'Union des écrivains du Québec, qui prenne la décision d'accueillir. Parce qu'elles ne pouvaient pas elles-mêmes le faire. Et il y avait des problèmes de sécurité. On a fait venir une fois Talisman Nasrin, écrivaine du Bangladesh, réfugiée en Suède. Ça a coûté à la ville de Montréal 300 000 $, pour un petit séjour de quelques jours, pour surveillance, sécurité. Elle avait une fatwa au-dessus de la tête. C'était la crise. Et c'est la visite de Talisman Nasrin qui a pilonné notre projet. Quand ils ont vu les dépenses qui ont été encourues pour elle, pour des histoires de sécurité, ils ont fait marche arrière alors que l'affaire était quasiment réglée. J'avais eu le support du prix Nobel de littérature venant du Nigeria, Soyinka, merci, qui était venu à Montréal, et nous sommes allés à l'époque à l'hôtel de ville, rencontrer le maire de la ville de l'époque, après, c'est un grand monsieur là, bon, peu importe, non, après Doré. En tout cas, peu importe. Et donc, l'affaire était quasi réglée. On avait trouvé une façon. Et la ville de Montréal fournissait l'argent, l'appartement, pour une année. Et la question c'était, que deviendra l'écrivain après? C'était la grande interrogation. On a trouvé des modalités, et si vous avez connu, on aurait dû prendre un avocat, en fait. Oui, un juriste spécialisé dans le droit des réfugiés, ce que, hélas, nous n'avions pas fait. Toujours est-il que l'affaire a coulé. Christian Salmon est venu, puisque le siège de la Fédération des villes-refuges est à Strasbourg. Donc je suis allé à Strasbourg, devant l'Union européenne, je l'ai dit, et Christian Salmon est venu à Montréal. Nous avons rencontré les maires de Montréal et de Québec. Malheureusement, l'affaire n'a pas abouti. Ils ont reculé devant les coûts. En cas de sécurité, en cas de problème de sécurité. Intéressant, c'est en fait, j'ai accueilli Talisman Nasrin
à l'UQAM quand j'y enseignais. Ah, bien. J'ai soupé avec elle et je me souviens très bien qu'il y avait des gardes de sécurité un peu partout, Voilà. dans les couloirs, dehors, et que tout était minuté, tout était... elle arrive à telle heure, on m'a envoyé 3 coups de téléphone successifs pour me dire qu'elle était 3 minutes en retard, etc. Voilà, c'est ça. Ça avait été... Ah oui, c'était très... Elle était traitée comme une femme d'État, hein, comme ouais. un personnage d'État avec toutes les déférences et tout l'appareil de sécurité. Donc ça avait coûté une fortune. Elle avait passé quelques jours ici, ça avait coûté une somme importante. Merci beaucoup. C'était très inspirant, spécialement le discours sur l'activisme. Et je vais perdre mon honneur parce qu'il y aura sûrement les subjonctifs mal placés. Mais j'ai une question, c'est un commentaire avec une question, mais peut-être vous allez avoir les réflexions. Pendant que vous avez parlé, ça m'a frappé que c'est très intéressant le problème de... Vous avez mentionné le livre sert comme façon de plaidoyer, mais je pensais aussi à un témoignage et le travail de Shoshana Feldman et Dory Laub, où ils ont décrit le processus qui se passe quand il y a eu des événements de trauma historique où il n'y avait pas à ce moment la possibilité de témoigner. Quand un auteur ou même une personne ordinaire, pas un auteur, mais quelqu'un qui fait une histoire orale, par exemple, de ce qui s'est passé, vont témoigner de ce moment, ce trauma où il n'y a pas eu les témoignages à ce moment-là, que cette personne ou cet texte cherche les lecteurs comme les témoins, pour témoigner. En anglais, il y a deux significations, deux mots différentes. En français, c'est plus difficile de... il joue sur le mot témoigner. C'est plus difficile. En anglais, quels sont les mots? Witness. Witness. Testimony and witness. Et en français, c'est témoigner et témoigner. Alors, c'est un peu difficile de décrire la théorie à cause de ça. Mais ça m'a frappé pour deux raisons. La première, c'est votre anecdote concernant le moment où vous ne pouvez pas parler, où il y avait toutes les technologies, tout ça. Et vous avez mentionné, il n'y avait pas une identification semblable. C'est la théorie de Fitzgerald. Oui, mais c'est aussi avec la théorie des témoignages, il n'y avait pas un témoignage à votre témoignage que vous pouvez accepter. Alors, c'est vraiment un moment où vous avez senti que... Une discordance. C'est pas le moment pour témoigner parce qu'il n'y a pas vraiment un témoignage. C'est les machines, c'est les archives, quelqu'un d'autre qui a le contrôle. Alors, ça touche sur le problème de la mémoire culturelle et c'est ça la question, le commentaire, peut-être vous avez une réflexion sur ça. Parce que ça me frappe comme... vous avez parlé des clandestins souvent, et il y a, moi ma spécialité c'est la pauvreté et la littérature. Alors, je suis très intéressée par l'idée des récits cachés, les arts de la résistance, comme décrit par Jean C. Scott. C'est une sociologue, anthropologue américaine qui a écrit sur les opprimés. Les gens opprimés, comment ils peuvent témoigner après de leur trauma, mais comment ils peuvent chercher les personnes pour écouter, mais à la même fois, au moment où il ne peut pas être protégé par la loi, il ne peut pas être protégé par les institutions, alors ils ont les transcrits ou les récits cachés qu'ils vivent. J'étais frappée par votre discours parce que je trouvais toujours cette volonté d'avoir quelqu'un qui va témoigner, ton témoignage, mais à la même fois, ce n'était pas souvent un témoignage d'une personne opprimée, mais d'un activiste. Et ça, c'est très intéressant parce que la différence entre les
récits cachés des activistes et des opprimés, le jeu sélectif de mémoire des opprimés et des activistes, de le même des taxi drivers et la personne qui joue le consul italien. Oui, c'est la même chose. Oui. Hein? D'accord. C'est très intéressant parce que les deux ont une mémoire sélective. Mais c'est une mémoire qui se place vis-à-vis de la loi, des institutions, le pouvoir différemment, surtout parce que celui-là qui est activiste est outlaw. Il choisit d'être dehors de la loi. Oh, la loi. Et il se construit comme ça. Et ce n'est pas le même témoignage que celui qui est évidemment opprimé. Exactement. Mais l'activiste, il devient activiste pourquoi? Parce qu'il a été opprimé et qu'il demeure opprimé. Il s'identifie à l'opprimé. Et souvent, il est enragé, mais il trouve le moyen de faire quelque chose de différent. Mais ça ne reste pas qu'il y a eu des études sur les activistes. J'oublie l'auteur, mais il y a eu une étude sur les Italiennes contre les fascistes. Et il a fait une étude de comment les activistes construisent le passé et se positionnent dans ça. Et souvent, exagèrent ou changent les détails, tout ça, parce que c'est une partie de leur... Ben, c'est très compliqué, mais souvent, c'est une partie de leur désir utopien. Alors moi, je me demande, est-ce que tu as réfléchi quand tu as regardé la position de ton récit vis-à-vis de la loi, de cet jeu, parce qu'il y a un jeu là, entre l'opprimé et l'activiste. Merci pour ce très beau commentaire sur les différentes positions qu'on peut occuper à la fois en littérature. Je vous ai lu cet extrait d'une nouvelle, c'est une autre fiction. Il y a beaucoup de gens qui croient que j'ai été chauffeur de taxi à Paris. Donc c'est bon. Donc voilà, c'est le but de la manœuvre. Hein. L'idée, si vous voulez, d'être l'activiste, c'est-à-dire d'agir pour, à la place d'eux, au nom d'eux, mais toujours apparu moi comme une idée suspecte. J'ai souvent dénoncé, à la suite de Fanon, l'appropriation des souffrances des autres pour mieux les exclure de ce beau mot anglais « empowerment ». Ça vient d'une tradition de Aimé Césaire, hein. Je serai la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. Hein, c'est ça l'activiste. Hein. Je serai la bouche des malheurs, la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. J'ai toujours pensé, et je l'ai écrit aussi, que nous n'avons pas à être la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. Le but de la manœuvre, c'est de rendre l'opprimé lui-même responsable de ses malheurs, dans sa jouissance, alors là on tombe en psychanalyse, dans sa jouissance masochique, d'être responsable de ses malheurs et d'en sortir lui-même. Et la différence entre... C'est pour ça que dans cette nouvelle, le chauffeur de taxi regarde le Kurde s'éloigner. Il ne l'aide pas à porter sa valise trop lourde. Il se charge de ses malheurs lui-même. Le Kurde, avec cette souffrance énorme, se charge de ses malheurs. Lui, le chauffeur de taxi, continue à tourner dans Paris. Il se saoule avec la musique, il fuit d'une certaine façon, et il laisse sa propre douleur, mais à la suite de l'histoire, ça va lui revenir dans un moment. Comme ça, on n'échappe pas à notre histoire. À la fin de cette histoire, le chauffeur de taxi est placé devant une histoire, et tout d'un coup, il y a un retour de sa propre souffrance, qu'il n'avait pas aperçu tout de suite. Ça l'avait ému, dit-il, ça m'avait ému l'histoire du Kurde, mais je continuais à écouter mon opéra zouk. Hein. Le zouk est une musique urbaine aux Antilles, hein, bonne musique d'ailleurs, et donc il se saoule avec ça. Vous voyez ? La question que vous me posez maintenant sur un plan théorique, est-ce que j'ai réfléchi à la position de l'activiste?
Il est vrai que l'épisode que je vous ai raconté à Strasbourg était un moment très, très important, dans le sens que c'était une opposition politique aux staliniens qu'il y avait à Strasbourg. Parce qu'il y avait des staliniens à Strasbourg qui allaient passer leurs vacances en Albanie ou à Moscou. Alors que moi, je me mettais dans une autre position, celle de Debord, c'est-à-dire d'agir dans la situation. C'était un activisme, mais c'était plus un situationnisme qu'un activisme. Puisque je n'habitais pas les quartiers ouvriers. Vous voyez, je n'allais pas aux usines. J'habitais un quartier bourgeois, j'assumais ma position de classe, et en même temps, j'avais une activité politique, sociale, réelle. Je ne me contentais pas de théoriser, j'avais une activité concrète, réelle. C'était une façon de contester les groupuscules politiques qui grouillaient dans Strasbourg et qui, eux, s'amusaient par des manifestations ou des tracts. Moi, je ne signais pas de tracts. J'avais une action. C'est différent de l'activisme vu sous cet ordre, sous cet angle-là, où l'activisme a quelque chose de... une activité politique, d'intervention sociale ou politique, etc. Alors que là, c'était une intervention qui elle-même se voulait clandestine. Oui. C'est un genre différent de les récits cachés que Scott décrit pour les opprimés, mais quand même, c'est un récit et une action clandestine. C'est une action clandestine. Elle était aussi clandestine que la situation des clandestins. L'action elle-même était clandestine et se voulait rester clandestine. Bon, ça c'est su, naturellement. Mais votre commentaire est très intéressant. Maintenant, sur le plan littéraire, toujours, j'ai fait toujours attention à ne pas être la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. Je pense que ceux qui n'ont pas de bouche ont une bouche. C'est à eux de parler, c'est à eux de prendre leur histoire pour eux-mêmes. Dans mon dernier livre, Gaillac, j'en dirai un mot sur justement cette question-là, du droit. Et cette fois-ci, c'est la question de la punition dans Gaillac. Le Gaillac, c'est un bois dur, une espèce d'acier végétal, si dur qu'il ne flotte pas, il plonge dans l'eau. Il y a une légende dans ce livre. C'est un livre à la frontière de la littérature et de la médecine, parce que le Gaillac, c'est la panacée. C'est le livre, c'est la panacée de Rabelais. C'est aussi, François Rabelais utilisait, on croyait à la Renaissance que le Gaillac allait guérir de tout. Donc il y a une métaphore là, que quelque chose qui vient des Antilles allait guérir de la souffrance occidentale, y compris du mal d'amour, y compris... Et avant Rabelais, il y a eu Jérôme Fracastor. Fracastor, c'est un médecin, poète de la Renaissance, qui a écrit ce beau livre qui s'appelle Syphilis sive morbidus gallicum. Syphilis ou le mal français. Alors, syphilis, c'est un gardien. Et là aussi, Fracastorio, va utiliser le Gaillac comme on utilisait le Gaillac à l'époque pour guérir la syphilis. On croyait que... Donc le Gaillac a été investi énormément sur différents plans architecturaux et également médicaux. Mais il y a une légende qui précède tout ça. Une légende amérindienne du sud, de Colombie ou des Antilles, qui dit au début de l'humanité, le globe terrestre était posé sur 4 troncs de Gaillac. Un jour, un dieu infidèle en amour a été condamné à porter la terre sur ses épaules. Figure d'Atlas. Depuis, de temps en temps, quand le dieu est fatigué, la terre se met à trembler. Magnifique métaphore de la punition, de la pénitence. Et moi, j'ai prolongé l'histoire. Un jour, un poète passant par là, voyant le dieu en train de ployer sous le poids de ses péchés, et puni pour
avoir été infidèle en amour, se glisse sous le globe terrestre et aide le Dieu à porter la terre, si bien que depuis, les hommes et les dieux se partagent le sort de la terre dans une harmonie parfaite. C'est la métaphore du livre, c'est-à-dire la question de la responsabilité et du droit et de la punition, c'est-à-dire la question de la surveillance, ça me fait penser à Foucault, hein, de la surveillance et de la punition. Quand vous avez commis quelque chose, vous avez le droit vous contraint à votre responsabilité. Alors c'est le passage de la nature à la culture. Au départ, ce sont des troncs d'arbres, c'est la nature, puis le transfert vers la culture quand nous prenons nos responsabilités écologiques, affectives, et la littérature a cette fonction-là d'aider les dieux à s'humaniser, si vous voulez. Alors, il y a comme un rapport à la divinisation, les hommes deviennent divins en portant les mêmes responsabilités que les dieux, et les dieux sont punis pour avoir enfreint une loi, celle de la fidélité, celle de l'alliance, celle de l'engagement. Donc là aussi, le droit peut-être a quelque chose à voir sur nos responsabilités. Quand nous les enfreignons, il y a une sanction. La sanction n'est pas forcément institutionnalisée, non, publique. Pas du tout. Elle est intériorisée. Là. Voilà, elle est intériorisée. Une question, Joël, peut-être par rapport à tes livres qu'on peut moins co-signer ici, dans cet espace-ci. Est-ce qu'il y aurait eu un transfert de ton activité illicite quand tu étais jeune à Strasbourg dans ta première poésie, dans tes premiers livres, ou peut-être tu évoquerais moins une dimension de cette justice qui est inhérente à tes livres, particulièrement depuis Vétiver, mais aussi dans Savane, mais tes tout premiers livres. Est-ce qu'il y a eu une fantasmatique entre l'action que tu as menée à Strasbourg et puis ce dont on parle aujourd'hui? Parce que ça ne s'est pas fait tout à coup. Comme je ne crois pas que tu sois commencé à écrire de la poésie. Tu n'es pas devenu poète en tant que justicier dans le sens de la légalité canadienne, si on peut dire. Mais il y avait cette colère, ce tissu d'images, cette richesse de langue, mais qui s'est donné un ordre interne, disons, de justice par la maturation de l'œuvre. Effectivement, je ne crois pas que j'ai été d'emblée sensible à ce qui, de moi, était insu. Mon premier livre s'appelle Metropolis Opéra. C'était un hommage, une ode aux villes et aux tribus urbaines qui frétillaient dans les villes. Et donc, il y avait là sans doute moins de cette préoccupation de ce que j'appelle la justice poétique. En anglais, cette belle expression de poetic justice. J'aime beaucoup cette expression parce que la justice poétique m'apparaît plus évidente dans la deuxième partie de mon travail, à partir de Savane, disons, que dans la première partie. Elle est théorisée davantage dans l'essai dont je n'ai pas parlé, Théorie Carille, essai qui considère, si tu veux, la question de style comme une prédation. La transplantation, le déplacement, le déracinement, la migration passe donc de la biographie personnelle, comme je l'ai expliqué aujourd'hui, vers le style. Donc qui sont, ce que je dis là, les véritables prémices esthétiques de la migration. Donc la migration entraîne ces questions de clandestinité, de refuge, entraîne une esthétique dans l'écriture. Et cette esthétique, je l'appelle une justice poétique désormais. Parce qu'elle fait justice, dans le sens non légaliste du terme, elle fait justice à la biographie.
elle fait justice aussi, sans tomber dans la surenchère sociale, aux impératifs du jour, à ce que François, vous venez d'évoquer, à savoir l'impossibilité d'une sanctuarisation désormais de la souffrance. Il n'y a plus de sanctuaire possible. Les forteresses occidentales se protègent, des murs sont érigés, des murs juridiques, où le geste que j'avais posé à Strasbourg m'aurait valu la prison à vie. Maintenant, hein, j'imagine un jeune étudiant dans cette situation aujourd'hui, c'est une vie brisée sur des idéaux de liberté, de soutien à la souffrance d'autrui. Donc, la justice poétique est une éthique. C'est pas seulement une esthétique, mais c'est aussi une éthique. Une éthique où justement tout ceci devient une lutte contre l'enfermement. Contre l'enfermement. Si la question de la spatialité aussi, parce que c'est des espaces que les réfugiés et les migrants ne respectent plus. Ces espaces se chevauchent au-delà des frontières nationales. Il y a une dissémination, une contamination des révoltes, on le voit dans le printemps arabe. C'est des contaminations qui ne respectent pas les frontières, qui sont transnationales, qui sont aussi des contaminations par des voies de réseaux sociaux, des contaminations électroniques, j'allais dire virales, pour employer à la fois un terme médical de maladie infectieuse, un terme épidémiologique et un terme informatique. Donc il y a une technologique, il y a une double utilisation du mot qui nous permet de comprendre que ce qui a pu donner naissance à cette poésie, c'est-à-dire cette végétation, cette luxuriance à la fois historique hein, et réelle, géographique, luxuriance tropicale, est devenue au fil des temps une esthétique du style, une prédation, une volonté d'eux qui abouche non plus sur les îles en tant que maison pesée, en tant qu'appropriation, mais bien sur des espaces continentaux. On n'est plus dans l'insularité, on est dans une continentalité. Et les migrants représentent, je pense aujourd'hui, des espèces de héros modernes, ces fantasmes d'enfermement, de cloisonnement, de forteresse. Et en Europe, ça se vit parce que l'islam est au pied de l'Europe. Il est dedans depuis longtemps. Donc ça se vit de manière beaucoup plus brutale. Ça se vit chez les écrivains aussi, comme quelqu'un comme Renaud Camus en France, traduit cette angoisse d'être enfermé chez soi. Il y a quelques essais, il y a Jean-Paul Boilly qui vient d'écrire Le dépaysement, Voyage en France, sur la question d'être chez soi et de n'être plus, d'être dans le train et puis on parle le kurde ou l'arabe ou le kabyle. Hein, il raconte une belle scène comme ça où il est obligé de se lever. Dans le dernier roman également, L'art français de la guerre de Génie, il est question dans de très beaux passages sur Lyon où il dit il est censé entendre une langue qu'il est censé reconnaître et il ne reconnaît plus cette langue qui est parlée avec cette prosodie-là, ce lexique-là. Quand il va dans les banlieues à Voiseneux-les-Bredins, au Menguette, il y a une langue française qui est parlée, française quote and unquote, ou qu'il ne reconnaît plus. Et donc, la France n'est plus la France. Et mon concierge, quand j'étais à Strasbourg au consulat, hurlait quand il voyait les clandestins faire le va-et-vient dans l'appartement. Il disait « La France est un paillasson !» La France n'est plus la France. J'oublierai jamais ça. La France est un paillasson, on passe dessus quoi. C'est quoi ce truc? Il faudrait savoir. Un ancien consulat d'Italie devenu un
un lieu de passage de clandestins. C'est quoi ce truc? Il gueulait. À chaque fois qu'il voyait à 2 h du matin des gens qui venaient sonner, que je ne connaissais pas, venaient sonner, enfin, une ambiance pas possible. Et puis je devais tempérer les choses, j'en gardais un mois, 2 mois, ensuite je les emmenais dans des ressources. Bon, bref, ceci pour dire qu'il y a une esthétique poétique qui est de l'ordre, et je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous, qui est de l'ordre de la justice, en fait. Non pas une justice idéalisée où le poète se campe en justicier. Pas cette justice-là. Un héros en preux du bien-être des peuples souffrants. Non. Où il y a quelque chose dans la poésie qui incarne cette demande, cette revanche sur l'injustice. Parce que aussi longtemps qu'il n'y a pas le droit et la justice est quelque chose de terrible. Parce que elle reste dans la victime. Et la victime est prise avec, parce que le bourreau ne reconnaît pas d'avoir commis. C'est un peu ce qui se passe dans le conflit arménien, entre les Turcs et les Arméniens. Il n'y a pas de symbolisation. Le symbole est la moitié-moitié. Moitié du noyau chacun. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut que l'autre apporte sa moitié. Mais quand l'autre nie avoir commis quoi que ce soit, la victime est contrainte de prendre sur soi toute la violence et d'en être responsable. Ça me fait penser à René Girard, cette question du sacrifice et du bouc émissaire. C'est porté totalement par cette vision de la victime responsable de son malheur, responsable de ce qui lui est arrivé, puisque l'autre ne reconnaît pas avoir commis quoi que ce soit. On voit. C'est intéressant parce que c'est une association comme ça qui me vient en t'écoutant. Parce que en fait, c'est Sophocle que tu reparles là à l'instant, et en même temps, comment, en faisant cette association sur la question de l'Arménie, une de celles, par exemple, qui a porté ce travail-là comment dire, de symboliser ce trauma collectif à la suite des premiers attentats à Paris, est précisément une de celles qui a conduit la traduction des œuvres de Freud. Oui. Angeline Altounian. Là, il y a une espèce de comment Sophocle, comment Édipe, comme scène originaire, tout à coup est réactivé à l'intérieur de ce trajet-là. Curieux à voir. Bon, je pense que les dernières minutes nous ont permis de revenir à Sophocle, etc. C'était passionnant. Merci infiniment. Je pense que votre présence nous lance sur des pistes extrêmement fécondes et qu'on va suivre tout au long de ce printemps, mais surtout tout au long de l'année prochaine. Je vous remercie infiniment. Merci d'être venu. Et puis alors, ce sera sur le site web avec toutes vos confessions d'illégalité. dont d'ailleurs, avec ou sans votre permission, puisque ce sera public, je me servirai dans mes cours. Ben, merci. Oui, moi aussi. Moi, ça, c'est un... Et moi aussi. Oui. Merci infiniment, Mariella, d'avoir été avec nous comme ça.